Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau débriefing de François. Nous recevons aujourd'hui Maître Ludovic Héringuez, qui est avocat au barreau de Marseille. Bonjour Maître. Bonjour. Vous avez défendu un couple de restaurateurs qui avait reçu dans un restaurant au Pays Basque, à Biarritz, le 1er février dernier, dans le cadre d'une journée non pas ordinaire, mais d'une mobilisation, je crois, pour montrer leur opposition aux mesures qui les frappaient, qui les empêchaient d'exercer leur métier normalement. Une vingtaine de clients, ou en tout cas d'amis qui les soutenaient. Le procès devait se tenir en mars et puis avait été renvoyé au 30 novembre et donc l'audience a eu lieu avant-hier et le parquet a abandonné les poursuites. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est dit pendant cette audience? Alors, avant de vous raconter ce qui s'est dit pendant cette audience, je pense qu'il est important de vous exposer la manière dont cette procédure se déroulait du moment de son déclenchement jusqu'à l'abandon des poursuites par le parquet de Bailleul. Donc effectivement, nous sommes dans un premier temps le 1er février 2021, journée étiquetée désobéissance civile si mes souvenirs sont bons. Et donc, dans le cadre de cette journée, vous avez un couple de restaurateurs qui sert un repas clandestin à 20 personnes qui viennent dans le restaurant à ce moment-là. Et donc, manifestement, il y a un signalement qui est fait auprès des services de police. Et donc, vous avez les services de police qui débarquent dans le restaurant et qui renvoient tout le monde et qui mettent les deux restaurateurs, le couple de restaurateurs, en garde à vue. Dans le cadre de cette garde à vue, une mesure de composition pénale leur a été proposée. Donc, le principe d'une composition pénale, c'est vous acceptez le principe de l'infraction qui vous est reprochée et en contrepartie, vous acceptez également la peine qu'on vous propose et en contrepartie, il n'y aura pas d'audience devant le tribunal correctionnel. Voilà comment je peux expliquer de manière très simple ce que recouvre cette notion de composition pénale. Donc cette composition pénale a été refusée par le couple de restaurateurs. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, encore une fois, donc, le dossier a été audiencé à 1 mois, donc au 1er mars 2021, à juge unique. C'est-à-dire, on refuse le principe de la composition pénale, puisque c'est comme ça, on va vous juger à juge unique avec une audience extrêmement rapide. Donc encore une fois, on essaye quand même de banaliser les choses et de graver un petit peu dans le marbre le principe de la mise en danger délibérée de la vie d'autrui parce que on a ouvert son restaurant et qu'on a servi un repas à 20 personnes. Donc encore une fois, donc c'est la qualification pénale de mise en danger délibérée de la vie d'autrui qui constitue le fondement des poursuites. Donc ce dossier est audiencé à juge unique et le couple de restaurateurs s'attache les services de 3 avocats, Maître Mehdi Boudjenal, Maître Jean-François Paulsen et moi-même. Et donc dans le cadre de cette audience qui était prévue donc le 1er mars 2021, on prend des conclusions et pièces qui sont transmises quelques jours avant cette audience aux différents organes de la procédure pénale. Et à réception de ces éléments de défense, la présidente, le magistrat qui devait statuer sur l'audience, prend la décision de renvoyer le dossier en collégial, c'est-à-dire non plus à juge unique, mais devant 3 magistrats, compte tenu du caractère exceptionnel de la décision qui pourrait être prise par rapport aux éléments de défense qu'on avait fournis. Et donc ce dossier a donc fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 30 novembre 2021. Et au cours de cette audience, le parquet a abandonné les poursuites en reconnaissant que la qualification pénale de mise en danger délibérée de la vie d'autrui ne pouvait pas tenir au regard des données scientifiques connues notamment, et sur lesquelles nous avions, au soutien de notre défense, largement attiré l'attention aussi bien du parquet que du tribunal.
Donc, au cours de cette audience, donc le parquet a requis donc l'abandon des poursuites et bien évidemment mes confrères et moi-même avons plaidé la relaxe de nos clients et la décision doit être rendue le 14 décembre prochain. J'espère avoir été assez clair. Et est-ce que vous pensez qu'en mars, l'audience se serait déroulée de la même façon ou qu'au contraire, la liberté d'appréciation des juges a pu évoluer Déjà, je pense sincèrement que si nous n'avions pas, vous savez, des audiences à juge unique au pénal, devant une juridiction pénale, c'est quand même assez rare qu'on prenne les conclusions. C'est une procédure orale. Et là, on avait quand même pris plus de 20 pages de conclusions. Et on avait fourni aussi des rapports d'expertise de scientifiques quand même connus et reconnus pour leurs compétences, qui remettaient en cause, si vous voulez, la base scientifique des textes qui étaient visés par le parquet à l'appui des poursuites, et notamment un décret du 29 octobre 2020. Parce que c'est ce décret du 29 octobre 2020 qui a été visé à l'appui des poursuites, donc violation de ces dispositions. Et en fait, ce décret, c'est quoi? C'est un décret qui a été pris dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et qui prescrivait les mesures pour faire face à l'épidémie. Et donc, dans le cadre de ce décret, a notamment été décidée la fermeture des commerces non essentiels, au rang desquels figurent les bars et les restaurants. Et si vous voulez, on s'est intéressé quand même aux origines scientifiques de ce texte. Ça paraît, qu'on soit en état d'urgence ou pas en état d'urgence, ça paraît quand même être un point cardinal essentiel, surtout en matière de défense pénale. Et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que ce décret du 29 octobre 2020, vous regardez la première page, il suffit d'aller sur Légifrance, vous tapez décret du 29 octobre, vous voyez la première page. Donc, en préambule sont visés un certain nombre de textes. Et parmi ces textes, vous avez un avis du Conseil scientifique du gouvernement qui a été désigné dans le cadre de cet état d'urgence sanitaire, donc au mois de mars 2020. Vous avez un avis du Conseil scientifique qui, certes n'a que valeur de recommandation, il n'est pas juridiquement contraignant, mais il n'en demeure pas moins que donc c'est un avis du 22 septembre 2020. Et cet avis du 22 septembre 2020, il est quand même malgré tout repris pour justifier des préconisations qui figurent dans le décret. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je suis allé m'intéresser à cet avis du 22 septembre 2020 pour voir un peu quelles étaient les études scientifiques qui permettaient de justifier ce décret, parce qu'il y a quand même des conséquences économiques pour le moins importantes pour les commerces qui sont considérés comme non essentiels. Alors, je vous invite à regarder la page 21. Page 21, où le conseil scientifique consacre un paragraphe au lieu d'infection. Et on vient vous dire, la connaissance du lieu d'infection est très importante pour déterminer les interventions à mettre en place pour lutter contre l'extension de l'épidémie. Actuellement, en dehors des clusters, il n'est pas possible d'identifier le lieu d'infection des cas, faute de données disponibles. Parmi les 1583 clusters rapportés depuis le 9 mai 2020, les clusters survenus en entreprise hors établissement de santé restent parmi les types de collectivités les plus représentés, entre parenthèses 29%, puis le milieu familial élargi, entre parenthèses plusieurs foyers, et les événements publics privés rassemblant de manière temporaire des personnes, 26%. Hors cluster, il est urgent que débutent des études opérationnelles sur ce sujet. Dans ce contexte, une évolution de l'application Stop Covid pourrait être la. Et on vient vous dire, au niveau des jeunes, il semble qu'un des lieux de contamination importants correspond aux fêtes étudiantes extra-universitaires et aux rencontres dans les bars et les restaurants.
Voilà. Et là, on vous parle d'une étude, je vais pas vous réciter l'avis, il suffit d'aller voir, c'est la page 21. Et c'est un avis qui est public que vous pouvez très facilement trouver sur Internet. On vous dit simplement qu'il y a une étude espagnole et une étude aux États-Unis qui, plus ou moins, déterminerait un facteur de risque important dans les bars et les restaurants. Il n'en demeure pas moins que les habitudes des Espagnols et les habitudes des États-Unis sont peut-être pas nécessairement les mêmes que les habitudes de la population française. Donc, et encore une fois, quelle est l'étude scientifique, quelle est la base scientifique qui vient justifier du bien fondé de la fermeture des bars et des restaurants? Voilà ce qu'on a sous les yeux. On n'a que ça. À ce stade, on n'a que ça. Et en parallèle, il y a une étude dite Comcor qui est en train d'être réalisée, mais pas au 22 septembre 2020, parce que le Conseil scientifique, dans un autre avis du 12 décembre 2020, vient vous indiquer que l'étude Comcor a eu lieu en octobre et en novembre 2020. Et je reviens sur l'avis du Conseil scientifique du 22 septembre 2020, et ça c'est la page 31, vient vous dire, les bars et les restaurants ont été identifiés comme des lieux de contamination, même si des données restent rares. Entre parenthèses, Fischer et al. MNWR 2020. Un respect plus strict de distanciation physique ainsi que l'instauration d'horaires d'ouverture limités peuvent donner lieu à des dispositions obligatoires sous peine de fermeture provisoire des établissements. Donc vous avez un conseil scientifique qui est censé, qui n'a compétence normalement que pour donner un avis scientifique, là qui commence à donner un avis législatif sur une base qui est quand même pas spécialement solide, si je m'en tiens aux indications de la page 21. Donc, à ce stade, encore une fois, le décret du 29 octobre 2020 repose en partie sur cet avis, et on voit bien qu'il n'y a aucune étude sérieuse qui a été faite. De là, vous avez au mois de décembre 2020, donc on a bien cartographié la situation. Au mois de décembre 2020, vous avez Premier ministre Jean Castex qui est interviewé par la journaliste Sonia Mabrouk sur Europe 1, si mes souvenirs sont bons, et qui vient dire, qui vient faire état de l'étude Comcor dans son interview, et qui indique que l'étude Comcor vient corroborer les mesures qui ont été prises par le gouvernement dans le cadre de ce décret du 29 octobre 2020. Et vous avez même le Premier ministre Castex qui vient dire que la science rejoint le bon sens. Voilà. C'est quand même une phrase qui m'a relativement marqué. Donc, ok. Et vous voyez que cette étude Comcor, c'est quoi? Donc, c'est une étude qui a été menée conjointement par 3 organismes, l'Institut Pasteur, la Caisse nationale d'assurance maladie et l'Institut de sondage Ipsos. Donc, effectivement, et encore une fois, c'est une étude qui a été publiée donc, sur le site de l'Institut Pasteur le 17 décembre 2020, si mes souvenirs sont bons. Et donc, dans ce cadre, cette étude scientifique, quelques mois plus tard, elle a été contre-analysée par des mathématiciens, par un mathématicien, M. Pavant. Et M. Pavant, lui, au regard de ses compétences, donc, reprend l'intégralité de cette étude et il en arrive à la conclusion que ça ressemble davantage à un sondage d'opinion qu'à une véritable étude scientifique. Voilà, enfin, après, moi, je suis compétent pour faire du droit, je suis pas compétent pour faire de la science. Donc, sur l'aspect, sur la contestation scientifique du contenu de l'étude Comcor, je vous invite davantage à solliciter l'expertise de M. Pavant pour qu'il vous explique plus en avant les choses sur ce point précis. Et donc, en fait, on vient vous dire qu'il y a des questions qui sont complètement incohérentes et qui arrivent à des résultats qui sont nécessairement erronés. Voilà. Si je devais résumer en une phrase sa contre-expertise, voilà ce qu'elle indique en substance.
donc c'est sur cette base-là aussi qu'on a attiré l'attention du tribunal correctionnel de Bayonne sur le fait que la base scientifique du décret du 29 octobre 2020, elle était quand même particulièrement fragile et qu'elle n'était pas suffisamment probante pour attester du bien fondé de la justification scientifique de ce texte réglementaire qui, encore une fois, est pris dans le cadre de l'état d'urgence. Donc là, ça passe pas du tout par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et après analyse approfondie, a été prise la décision, donc sous l'égide d'une association Réinfo Liberté, et également à laquelle s'est associée l'association Bon Sens, de déposer une plainte pénale contre X par rapport à cette étude Comcor, parce que bon, il y a eu une certaine forme de communication autour de ça, mais on sait pas réellement comment ça a été fait, qui a fait quoi, etc. Donc, on a déposé une plainte contre X pour donc les qualifications pénales qui ont été proposées au parquet sont faux et usage de faux. Voilà, parce qu'on est potentiellement face à un décret qui repose a posteriori en plus sur une étude qui est quand même particulièrement fragile, voire d'après certains scientifiques potentiellement frauduleuse. Et on a bien évidemment, on a proposé également la qualification pénale d'escroquerie et potentiellement également de trafic d'influence compte tenu des différents circuits qui semblent avoir été en toile de fond sur cette étude. Encore une fois, vous êtes quelque part, si vous voulez avoir une forme de contradiction scientifique, vous êtes obligé malheureusement de passer par cette voie-là. Ouais. Parce que Monsieur Pavan a essayé par tous les moyens d'obtenir un débat contradictoire sur la question, qui lui a systématiquement fermé les portes. Ouais. Alors, et j'en terminerai deux mots d'explication, c'est que effectivement, on a vu a priori cette étude, elle a quand même fait l'objet d'une publication dans la revue The Lancet le 7 juin 2020. Donc, le 7 juin 2020... 2021, non? Non, le 7 juin 2020. Ah, d'accord. Parce que... Non, le 7 juin 2021, pardon, excusez-moi, je comprends moi. Ouais. Non, pardon. Désolé. Et ça veut dire à une époque où le décret avait cessé de produire ses effets, dès qu'on était sorti de l'état d'urgence. Et Monsieur Pavan, en fait, a examiné la version qui avait été publiée dans The Lancet, et cette version, manifestement d'après ce qui est rapporté par M. Pavan, cette version tient compte, elle a été modifiée par rapport à sa version initiale, et elle tiendrait compte des points justement qui avaient été critiqués par M. Pavan, et notamment les questions litigieuses dont était émanée cette étude. Et a priori, ces questions litigieuses sur lesquelles il avait mis l'accent ont été tout simplement supprimées. Et c'est cette version-là qui a été publiée dans The Lancet. Et d'après M. Pavan, les calculs seraient absolument pas reproductibles. Donc encore une fois, moi je fais pas de science, je fais du droit. Moi j'ai des faits qui me sont présentés qui, par des sachants aussi, qui sont potentiellement constitutifs d'infractions pénales. Donc pour obtenir un débat contradictoire, on présente ces faits devant la justice. Et bien évidemment, cette plainte pénale, on en a fait également, on l'a évoqué à titre d'observation de contexte dans le cadre de la défense des restaurateurs de Biarritz. Voilà, j'espère avoir été clair. C'était très complet. Juste avant de terminer, une petite question sur un point de la plainte. C'est une plainte contre X.
Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est technique, tactique? Parce que vous auriez pu l'adresser à l'Institut Pasteur, à la Caisse nationale d'assurance maladie, et puis à l'Institut Ipsos, par exemple, ou à d'autres personnes. Encore une fois, moi, je fais pas de prédiction, j'ai pas ma petite boule de cristal. Je veux dire, les choses, il faut les faire quand même de manière prudente et parce qu'on sait absolument pas comment ça a été fait. Je veux dire, il y a un manque d'informations, un manque de données, et moi, j'ai pas de preuves, de matériel, enfin, en tout cas, de mon point de vue, je n'ai pas de preuves matérielles comment dirais-je, de la participation, de la responsabilité dans l'élaboration de certaines données de telle ou telle personne. Et il y a un principe quand même très important en matière pénale, c'est le principe de présomption d'innocence. Donc, et nous, on y est parti, on essaye d'être quand même des gens sérieux dans la manière dont on fait notre travail, donc on y est particulièrement attaché. Encore une fois, moi, je propose des faits à la justice et je demande l'ouverture d'une enquête. Si je demande l'ouverture d'une enquête, c'est que nécessairement, il y a des points à vérifier. Donc, et moi, encore une fois, j'ai pas une preuve indiscutable de la culpabilité de telle ou telle personne. Ouais. Voilà. Et donc, moi, par contre, j'estime qu'il y a ce qu'on pourrait qualifier un faisceau d'indices qui me paraît suffisamment concordant pour, à minima, justifier de manière légitime de l'ouverture d'une enquête, d'une information. Ouais. Je peux pas mieux l'expliquer, je pense. Pour conclure, une dernière question. À quelle échéance vous espérez avoir une réponse? On sait que les délais de la justice peuvent être très variables, très longs parfois. Alors, donc cette plainte, elle a été déposée là il y a très peu de temps. Normalement, donc le délai pour statuer sur une plainte, c'est 3 mois. Donc, à l'issue de ces 3 mois, soit on peut aboutir à un classement sans suite, et dans ces cas-là, se posera nécessairement de la question d'une plainte auprès du doyen des juges d'instruction avec constitution de partie civile et versement d'une consignation qui sera préalablement décidée par ordonnance. Soit un classement sans suite, voilà ce que j'ai dit. Soit une ouverture d'une enquête préliminaire, c'est toujours possible. Enquête préliminaire qui va permettre à un parquet de dire soit je poursuis, soit je classe, voilà, au moins pour vérifier les faits. Et pour moi, voilà. Ou alors, il peut y avoir ouverture d'une information judiciaire sans avoir à passer par la case plainte auprès du doyen des juges d'instruction. Voilà les différentes cas de figure qui peuvent intervenir. Mais il est sûr que si dans un délai de 3 mois, nous n'avons aucune réponse, nous solliciterons le parquet pour savoir exactement connaître exactement l'état d'avancement de cette action qui a été initiée. Entendu, eh bien, rendez-vous du coup fin février ou début mars. On suivra ça de près chez François. Et on vous remercie, Maître Héringuez, de nous avoir accordé du temps pour raconter la procédure pour vos clients et puis donc les restaurateurs et puis cette plainte récemment déposée. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce débriefing. Au revoir.